Bonjour à tous et bienvenue au talk sur refactoring fonctionnel. Avant de commencer, je veux savoir qui est-ce qui fait de la programmation fonctionnelle tous les jours. Pas tant que ça. Bon, ça tombe bien, c'est un talk, alors pas d'introduction, mais on va revenir aux basiques et vraiment voilà, revoir les fondamentaux de la programmation fonctionnelle et comment passer de code un peu pas mal impératif à du code plus fonctionnel, quelles sont un petit peu les étapes et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je me présente, Loïc Nuchel, je suis développeur Scala chez Criteo. Donc je suis Scala depuis un peu plus de 4 ans maintenant et je suis organisateur des Human Talks Paris. Donc c'est un meet-up qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois avec des talks tous horizons de 10 minutes, 4 talks tous les deuxièmes mardis du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, c'est pour la culture G. Et j'essaye de faire du code qui marche. C'est pas évident tous les jours et qui soit pas du legacy immédiatement. Pourquoi j'ai voulu faire ce talk? Parce qu'en fait, souvent, la programmation fonctionnelle, ça ressemble un petit peu à ça. On dit, ah, c'est facile, on commence par ça, et puis bon, bah, maintenant, go pour la frimonade, quoi. Et donc, je trouve qu'il manque quand même un petit peu une data un peu intermédiaire où on guide un petit peu plus les gens sur bah, comment passer un petit peu plus fonctionnel sans rester sur les basiques et sans aller trop loin là-dessus. Donc souvent la programmation fonctionnelle, en tout cas moi c'est comme ça que j'y suis arrivé, j'ai vu une petite lambda dans un coin. Grosso modo je suis arrivé, j'ai trouvé, en faisant du play, j'ai découvert Scala et j'ai vu l'API collection et j'ai fait ah c'est trop cool, je veux vraiment faire ça et ça a l'air vraiment bien. Donc c'est vraiment ce côté un peu lambda et API collection, donc tout ce qui est avec map, filter, group by, enfin pour ceux qui voient bien. Et puis en fait, on jette un œil, on avance, et puis finalement on rentre. Et petit à petit, on creuse, et puis on arrive bah, par là, et puis on voit. En fait, ici on voit le fond, mais souvent on voit pas le fond, et on sait pas jusqu'où on peut aller. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant en programmation fonctionnelle, c'est que c'est à la fois très simple, et on peut aller très loin avec les concepts de base. Et je pense qu'il faut assez souvent revenir aux concepts de base pour pas les perdre de vue. Et puis du coup, quand on regarde en arrière, bah, on a progressé entre-temps, en tout cas la plupart des gens, et puis on se rend compte qu'on a laissé ça derrière nous, donc on revient, et puis on refactor, et puis on clean le code tout le temps, et on refactor tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est toujours déçu de ce qu'on a fait avant, ce qui est à la fois bon signe, puisque bah, c'est-à-dire qu'on a progressé, et ce qui n'est pas toujours très satisfaisant là-dessus. Donc voilà, c'est la petite histoire de pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive dans la programmation fonctionnelle, et pourquoi je trouvais que c'était intéressant de faire ce talk. Donc, du coup, repartons un petit peu des bases. Donc, qu'est-ce qu'est la programmation fonctionnelle? Et en fait, on peut avoir une définition hyper simple, c'est tout simplement ben, programmer avec des fonctions. Bon, et puis du coup, peut-être que pas mal d'entre vous disent ok, super, moi je fais ça, hein, c'est pas très compliqué. Alors en fait, ce qui est compliqué dans cette définition-là, c'est pas tant la définition, tout le monde comprend tous les mots, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus, c'est de comprendre ce que veulent vraiment dire ces mots-là. Parce que quand on parle de fonction, on ne parle pas de procédure. Donc une procédure, c'est quoi? C'est un ensemble de code qui va s'exécuter et interagir avec souvent la mémoire globale et faire voilà, du code, n'importe quel code arbitraire en fait. C'est ce qu'on avait avant, ce qu'on peut avoir dans les assembleurs en C et ainsi de suite, avec les GoTo, tout ça. Voilà, peut avoir des procédures et donc c'est un regroupement de code qu'on va exécuter. Donc une fonction, c'est pas une procédure. Ensuite, on a bah, des méthodes. Donc une fonction, c'est toujours pas une méthode. Une méthode, c'est quoi? C'est un bout de code qui est lié à un objet et qui va exécuter du code en rapport avec cet objet-là et interagir avec l'état interne de l'objet potentiellement. Donc du coup, ici, on n'interagit plus forcément avec l'état global du monde, de l'environnement, mais juste de l'objet. On est toujours lié à un état en fait. Et en fait, ben, une fonction, c'est pas ça. Donc qu'est-ce que c'est vraiment qu'une fonction? Alors, il faut savoir qu'en programmation fonctionnelle, quand on parle de fonction, on sous-entend souvent pure. Et donc voilà, une fonction, déjà, c'est une fonction pure, en fait, on ne met pas le mot, mais en fait, c'est contenu dedans. Et donc tout d'abord, c'est la transparence référentielle. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait qu'on peut remplacer l'appel à une fonction par le résultat de cette fonction-là, sans que ça change rien au programme. Et du coup, quand on l'appelle avec les mêmes paramètres, bah, on a le même résultat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir typiquement avec la fonction newDate ou random ou des choses comme ça. Ou typiquement si on fait un effet de bord, on va le voir un petit peu plus tard.
Ensuite, une fonction pure, elle est totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les arguments possibles qu'on peut lui passer, ça nous donne un résultat valide. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un résultat valide? C'est un résultat qu'on attend. Typiquement, la fonction ici div, qui prend un a et b qui sont de type int et qui renvoie un int, en divisant a par b, elle n'est pas pure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas totale. Et typiquement, pour le cas où b vaut 0, ça lance une exception, ce qui n'est pas du tout attendu. Donc, comment on peut faire pour la rendre pure là-dessus? On peut soit réduire les entrées, donc c'est-à-dire prendre un int en A, parce que là on peut prendre tout le répertoire des int, et prendre un int not 0, not 0 int, qui du coup va interdire l'élément 0. Donc effectivement ici on peut retourner un int sans aucun problème, la fonction est devenue totale. Ou à l'inverse, on peut on va dire agrandir le champ des résultats, et du coup avoir un try de int, donc c'est-à-dire un try c'est soit un success avec un int, soit un failure avec une exception. Et donc du coup ici, le résultat contient lui-même l'exception et le fait que ça peut marcher ou pas, et donc du coup un résultat valide va être soit un succès, soit une failure, et la signature représente bien ce qui va se passer. Et enfin, comme vous attendez tous, forcément une fonction pure c'est une fonction qui n'a pas d'effet de bord observable. Alors ça souvent on le passe un petit peu sous silence, mais c'est très important le mot observable, c'est-à-dire que du point de vue extérieur de la fonction, quand on exécute la fonction, rien ne change dans le monde, on va dire. Elle fait juste produire un résultat. Et du coup, ça veut dire qu'à l'intérieur de la fonction, on peut faire plein de choses qu'on considère comme des effets de bord, du moment qu'ils ne sont pas visibles de l'extérieur. Typiquement, elle a écrit un fichier, c'est visible de l'extérieur. Modifier une variable, c'est pas visible de l'extérieur, si c'est une variable qui était déclarée et qui est uniquement à l'intérieur de la fonction. Donc les effets de bord, c'est quoi? Accéder à un état global, réassigner une variable, modifier un objet ou un paramètre, lancer une exception, accéder à quelque chose qui est impur, donc la date actuelle, une valeur aléatoire, et grosso modo lire ou écrire un peu n'importe où, donc base de données, système de fichiers, sur le réseau, dans la console, et ainsi de suite. Et donc voilà, on a énormément d'effets de bord, et tout ça, on veut les interdire. En tout cas, il y a toute une partie qui sont évitables, c'est-à-dire que tous les 4 premiers, ici, on n'en a vraiment pas besoin et on peut se débrouiller sans aucun problème. Les autres, en fait, c'est les spécifications de ce qu'on veut faire souvent, donc on ne peut pas les éviter, on ne peut pas les éliminer. Quand on veut renvoyer une réponse une HTTP depuis une application web, on est bien obligé de la renvoyer. Donc du coup, on ne va pas les éviter, en revanche, on va les confiner dans un coin, et donc on va les repousser aux bordures de notre système. Donc grosso modo, on va avoir l'ensemble de notre code qui va être complètement pur, et puis un endroit où on va exécuter tous les effets de bord qu'on n'a pas pu enlever. Parce que du coup, tous ceux qu'on a enlevés, on les a déjà enlevés. Donc si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous vous sentez un petit peu comme ça, mais en fait, j'ai rien à pouvoir faire en programmation fonctionnelle, on ne peut pas lire de fichiers, on peut qu'un seul endroit, ça paraît un peu compliqué. Et en fait, effectivement, une fonction ne fait qu'une seule chose, c'est qu'elle produit un résultat à partir de ses paramètres, et c'est tout, rien d'autre. Donc, on a effectivement de très fortes contraintes sur la manière de faire la chose, mais pas du tout sur ce qu'on peut faire, en fait. On n'a pas moins de possibilités, on ne peut pas faire moins de choses en programmation fonctionnelle, juste on est beaucoup plus contraint sur la manière de les faire. Et en fait, comme un très célèbre philosophe l'a dit, un petit pouvoir implique de petites responsabilités. Et c'est vraiment ça, le but de la programmation fonctionnelle, c'est de vraiment limiter ce qu'on peut faire pour, du coup, que ce soit beaucoup plus facile à comprendre et à maîtriser. Donc, comme je le disais, souvent dans un langage dit fonctionnel, en fait, les fonctions sont des choses, et donc du coup, on peut les manipuler directement. C'est pas lié à un objet ou autre chose, et donc on va pouvoir faire pas mal de choses, un peu comme si c'était des valeurs, en fait. On a l'habitude des valeurs, les manipuler dans tous les sens, et les fonctions, pas vraiment, en fait. Et c'est ça, à mon avis, en tout cas, le gros shift de la programmation fonctionnelle, c'est d'utiliser des fonctions un peu comme si c'était des valeurs. Et en le disant, ça paraît pas compliqué, mais souvent, c'est là que ça coince. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les passer en paramètre d'une autre fonction, comme n'importe quelle valeur. La fonction add, elle prend 2 entiers, pourquoi pas une autre fonction en paramètre? Donc ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur. On peut les renvoyer comme retour de fonction. Donc de la même manière, la fonction add renvoie aussi un entier, pourquoi pas renvoyer une fonction à la place.
Donc c'est ce qui est utilisé pour la queryfication. Les combiner, donc on peut faire 1 plus 2, ça fait 3. Et donc du coup, pourquoi pas combiner des fonctions entre elles, c'est notamment la composition, les assigner à des variables ou à des constantes, et donc du coup, voilà, pouvoir les manipuler comme si c'était des objets comme les autres, enfin, des valeurs comme les autres. Et puis surtout avoir des types dédiés pour bien pouvoir exprimer ce qu'est une fonction, parce que si on ne peut pas la typer bien, du coup ça va être difficile de savoir qu'est-ce qu'on a, comment on peut l'utiliser, quelles sont les limites. Et donc c'est avec tout ça que on va pouvoir avoir des choses assez sympas, je ne vais pas m'étendre dessus, mais typiquement on va avoir une composabilité très simple du fait que on a des fonctions pures, donc elles sont facilement manipulables, elles ne sont pas accrochées à un espèce de contexte global qu'il faudrait connaître au moment où on veut les exécuter. C'est exactement la même chose pour la testabilité. Au niveau de la lisibilité aussi, on va vraiment avoir tendance à avoir des plus petites fonctions qui sont isolées, donc du coup c'est plus facile de comprendre des petits bouts qui ont pas nécessairement de rapport les uns avec les autres. On va aussi, vu qu'on peut se servir uniquement des paramètres, du coup tout ce dont la fonction a besoin est dans ces paramètres, et donc on sait exactement de quoi elle dépend. On va pas avoir des dépendances cachées de je crée un file system à l'intérieur pour l'interroger, ou je crée mon serveur HTTP vite fait pour faire une petite requête. Et de manière générale, ça améliore énormément tout ce qui est concurrence et asynchrone. Et je pense que c'est en partie pour ces deux derniers qu'on a beaucoup plus parlé de la programmation fonctionnelle de nos jours. Bon, on a pas mal parlé de théorie un petit peu, et c'est le moment de rentrer dans le code. Donc, du coup, on peut démarrer avec un code très simple qui est de simplement calculer une moyenne avec des petites conditions. Donc ici, on va faire la moyenne des âges des employés. Donc avec un âge minimum. Donc on va calculer la moyenne pour les employés qui ont un âge supérieur à l'âge minimum et qui sont dans une équipe. En tout cas, si l'équipe est placée en paramètre, parce que du coup, quand on regarde le code, on voit que si on peut mettre nul pour l'équipe, et du coup, si c'est nul, on ne le prend pas en compte. Donc c'est pas la seule manière de coder ça, mais c'est une manière assez classique et je pense assez consensuelle de faire ça en mode impératif, on va dire. Donc quels sont les problèmes là-dessus? Tout d'abord, le type de retour, ça retourne int. On a vu tout à l'heure avec la fonction div, en fait, c'est faux. Ça retourne soit un int, soit une exception. Parce que du coup, si on n'a aucun employé qui passe en paramètre ou qui match les critères qu'on souhaite, on n'est pas capable de faire une moyenne et on ne peut pas renvoyer un int. Donc ici, on lance une exception. On pourrait renvoyer nul aussi, mais c'est pas forcément mieux non plus. Ensuite, on voit que la team, elle est facultative, mais ça, on le voit en fait en regardant l'implémentation de la fonction, qui ici n'est pas si compliquée que ça, mais qui pourrait être beaucoup plus. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'a aucune indication de qu'est-ce qui est facultatif au niveau de la signature de la méthode. Et du coup, si la team est facultative, pourquoi les employés sont obligatoires? On ne peut pas différencier ce qui est obligatoire de facultatif. Et du coup, ça crée une ambiguïté, et vu qu'elle est à un endroit, elle est potentiellement de partout. Ensuite, si on regarde le call sheet en bas, ici, en ignorant toute la partie du dessus, on ne sait pas trop ce qui est fait en fait. On voit average age des employés, ok, bon, on va faire la moyenne d'âge des employés. Par contre, on voit 30 nuls ou 30 sales. Donc sales, c'est une team, on connaît son type. On ne sait pas si typiquement on va faire la moyenne pour les 30 premiers employés de la liste, ou les 30 derniers, ou ceux qui sont supérieurs à 30 ans, inférieurs à 30 ans, ou qui ne font pas partie de l'équipe. Ici, au niveau du call sheet, c'est vraiment pas clair ce qui va être fait, et du coup, on va être obligé d'aller regarder l'implémentation ou la documentation, qui n'est pas forcément à jour, ou qui peut être compliquée. Et de manière générale, on va avoir encore pas mal d'autres soucis. Typiquement, si on veut plus se servir de l'âge minimum, ou si on veut rajouter des paramètres comme le sexe, ou des choses comme ça, on va devoir changer l'implémentation, enfin l'API de notre fonction, et du coup, ça va casser de partout dans toutes nos dépendances. Et donc ici, c'est assez compliqué de faire évoluer cette fonction. Et de manière générale, en fait, ce qui va se passer, c'est deux choses. Soit on va vouloir rajouter des propriétés, et du coup, on va tout mettre dans cette fonction, on va commencer à avoir une fonction qui grossit énormément, avec énormément de combinaisons de paramètres, et ça va devenir vraiment du code incompréhensible et assez compliqué. Ou si on veut éviter ça, ce qu'on va faire souvent, c'est du coup dupliquer ce code-là, et avoir des fonctions average age spécialisées pour
sur l'âge minimum, sur le sexe, ces choses-là. Mais du coup, là, on a vraiment beaucoup de duplications et ça ne règle pas vraiment les problèmes. De manière générale, ça va assez mal vieillir et on va souvent se retrouver avec des problèmes. Donc, quelques petites règles qu'on peut se mettre en tête quand on veut programmer avec la programmation fonctionnelle, c'est éviter les var, les nuls, les return et les throw, de manière générale. Donc, les nuls, c'est pour éviter de savoir, grosso modo, qu'est-ce qui est présent ou pas, de manière explicite et pas de manière implicite avec un nul qui peut être mis de partout. Les throws, c'est de la même manière, c'est quelque chose qui n'est pas déclaré dans la signature de la fonction, donc on a du mal à savoir que ça peut arriver. Les returns, c'est un petit peu subtil, mais de manière générale, en ce cas-là, on n'a pas besoin, puisque ça retourne la dernière expression. Donc, vaut mieux l'éviter. Et les var, effectivement, au plus ça bouge, au plus c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, la première chose à faire pour refactoriser ce code-là, c'est d'avoir une signature correcte. J'en ai pas mal parlé là-dessus, mais ça passe par mettre une option de team, ici, où du coup, c'est explicite que la team, elle est optionnelle, on n'est pas obligé de la passer, on met en plus une valeur par défaut à none, ça c'est fait, on n'est pas obligé de le faire, mais ça peut être pratique pour pas être obligé de passer none dans le cas où on ne veut pas la mettre. Et sur le type de retour, de la même manière, on précise qu'il peut y avoir des problèmes, et donc du coup, on renvoie un try. Donc il faut faire quelques petites adaptations dans le code, mais vraiment pas grand-chose là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape et une des plus importantes, qui est que j'ai pas besoin de regarder l'implémentation pour savoir ce qui se passe. Ici, on le voit très bien, la team est facultative et je peux avoir des erreurs. Donc, comme je dis, on a éliminé les nuls et les exceptions. Donc déjà 2 points de checker sur la liste d'avant. Ensuite, on a l'API collection, donc autant l'utiliser. Ça permet de faire des choses de manière immutable sans devoir faire les boucles manuellement. Et donc du coup, on va transformer notre boucle for qu'on avait avant avec notre condition en simplement un filter map. Et alors là, il y a 2 choses qui sont très intéressantes. Déjà, on ne change pas tant que ça le code, parce qu'on garde exactement la même condition dans notre if. Et en fait, on fait apparaître l'intention, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'on a nos employés, on va en prendre qu'une partie, et ensuite, on va récupérer uniquement leur âge. Et donc ça, c'est la filter et le map, et c'est vraiment, en fait, finalement, ce qu'on fait. C'était ce qui était beaucoup moins évident à voir avec le for et le if de tout à l'heure. Et donc, du coup, ensuite, il y a juste, avec les âges, à faire la moyenne. Donc là, ça nous a permis d'éliminer toutes les variables, les 2 variables qu'on avait, et d'avoir tout d'immutable à l'intérieur de cette fonction-là. L'étape d'après, ça peut être d'extraire tout ce qui est le code générique, qui du coup est complètement générique. Ici, donc faire une moyenne sur une séquence d'entiers, c'est pas très spécifique à notre problématique. Et donc du coup, on peut extraire cette fonction-là. Donc une séquence d'entiers qui est renvoyée un try de int, parce que si la séquence est vide, on ne peut pas faire de moyenne. Et donc on extrait tout ce code-là. Et de manière générale, c'est pas mal de laisser ce code à part, on va dire, et de vraiment séparer le code métier, qui doit être concis et clair, du code technique, qui peut être éventuellement compliqué en fonction de ce qu'on fait. Mais l'important, c'est dans notre fonction d'avoir... en fait, on s'en fout de comment on calcule une moyenne. Ici, dans notre code métier, qui est donc la fonction ici, savoir, ok, je fais la moyenne des âges, quoi. Après, comment on l'a fait, c'est peut-être pas trop la question. Si on veut le savoir, on peut aller voir l'implémentation de Reg, mais vraiment, c'est pas du code intéressant de savoir comment on fait une moyenne. Donc du coup, autant l'enlever et ça peut... D'autant plus que, là, juste avant, ici, c'est pas évident, c'est pas très compliqué non plus, j'avoue, mais de voir qu'on fait une moyenne, en fait. On voit qu'on fait des opérations avec un if et que ça renvoie une failure, machin, c'est pas trivial, enfin, là ça va, mais ça peut être beaucoup moins trivial de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement et d'analyser vraiment tout le code. Ici, on sait, voilà, c'est la moyenne, et c'est assez clair. Donc l'étape d'après, c'est celle qui peut être un peu moins évidente, ça va être d'extraire le code métier, en fait. Donc en fait, comme je vous le disais au début, quand on appelait notre fonction, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que, ok, on a un 30 et une team, ou 30 tout seul, bon, c'est pas trop ce qu'on en fait. Donc ici, au lieu d'avoir tous les paramètres nécessaires pour faire notre condition, on peut directement injecter notre condition. Donc sous quelle forme? Tout simplement une fonction qui prend un employé et qui renvoie un booléen, qui va nous permettre de faire notre condition, et finalement c'est exactement ce qu'attend le filter. Et donc c'est là où on voit la puissance de passer des fonctions en paramètres.
c'est que du coup, toute la logique métier, on va dire, de quels employés je sélectionne, on peut l'externaliser sur le call site. Et du coup, à l'endroit du call site, ben, c'est assez évident de sur quels employés on va faire la moyenne. Ben, c'est juste la condition qui est ici. Donc, âge supérieur à 30 ou âge supérieur à 30 et dans une team en particulier. Et voilà, après, on peut se dire que ici, c'est pas très lisible, mais on va adresser ce problème-là. Mais du coup, ici, on a vraiment une fonction qui devient toute petite, elle n'a plus qu'une ligne, entre guillemets. Et le jour où on veut changer le comportement de cette fonction-là, on n'a pas à changer son API, puisqu'en fait, on a toujours notre predicate qui va être vrai. Et donc, maintenant, on va pouvoir faire des moyennes en fonction du salaire, en fonction du sexe, machin, sans changer notre fonction average age, en fait. Et ça, ça fait une API, du coup, beaucoup plus robuste. Donc ici, le problème, c'est que on commence à avoir du code beaucoup plus compliqué sur le call site. On n'a pas envie de le dupliquer de partout à chaque fois qu'on va appeler cette fonction-là. Donc tout d'abord, vu que c'est des fonctions, on peut tout simplement les attribuer dans des variables ou des constantes et appeler ces constantes-là à chaque fois. On n'est pas obligé de le réécrire tout le temps, puisque voilà, les fonctions sont des éléments à part entière. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est aller plus loin. Donc ici, effectivement, voilà, on peut modifier le comportement de la fonction sans changer la signature. Et donc, maintenant, on sait exactement ce qu'on fait. Donc, on peut soit écrire directement notre condition des employés, mais effectivement, souvent, les if, ça peut être assez galère de voir comment ça s'interface, faire des et des ou et des imbriqués, tout ça. Si on a des conditions qui commencent à devenir un petit peu compliquées, c'est vraiment pas trivial. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle des predicates. On peut avoir des predicates métiers ici, alors qui sont très bien nommés pour la concision dans les slides. On peut les nommer un peu mieux dans du vrai code. Donc, greater than pour l'âge. Donc, on va sélectionner tous les employés qui ont un âge supérieur à la valeur passée ici. Ou in pour tous les employés qui sont dans cette équipe-là. Et puis après, on peut avoir des predicates techniques, ou en tout cas très génériques, comme par exemple le and ici, qui va prendre une liste de predicates et tous les combiner ensemble avec un and, donc c'est-à-dire que s'ils sont tous vrais, ça renverra vrai, et sinon ça renverra false. Et donc du coup, grâce à ces predicates métiers et predicates un peu plus génériques, on va pouvoir réécrire nos conditions de manière beaucoup plus lisible. Et ici, même un non-développeur avec des noms un peu plus parlants, effectivement, pourrait comprendre ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que dans le premier, on va prendre un âge supérieur à 30, et dans le deuxième, un âge supérieur à 30 et qui fait partie de cette équipe-là. Et puis, on n'a pas besoin de s'arrêter. On peut aller beaucoup plus loin, donc c'est-à-dire faire des or, des notes, et du coup, créer de nouveaux predicates à partir des predicates existants. Donc ici, par exemple, between deux âges, en fait. Donc du coup, c'est supérieur à l'âge minimum et pas supérieur à l'âge maximum, avec un and, tout simplement. Et du coup, faire un predicate assez complexe dans notre fonction, qui se lit assez bien comme ça, mais si on avait dû l'écrire directement avec la condition sans rien, ce serait vraiment pas clair. Et donc voilà, on arrive à du code beaucoup plus simple. En tout cas, on va pouvoir comparer tout à l'heure. Et puis si jamais on a vraiment besoin de revenir sur l'API impérative, parce que voilà, pour des questions X ou Y, c'est très simple, il suffit juste de hardcoder la condition qu'on avait, de faire un point get sur le try, ça va thrower l'exception en cas d'erreur, et sinon renvoyer le int, et on revient ici avec l'exact API qu'on avait avant. Voilà. Donc on peut toujours coder de manière fonctionnelle comme on veut dans notre coin, on va dire, et revenir sur des API plus impératifs si jamais il faut vraiment. Il n'y a aucun problème à passer dans ce sens-là. Donc du coup, si on compare les deux bouts de code, donc à gauche l'impératif, à droite le fonctionnel, on voit qu'ils font sensiblement la même taille. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'en impératif, on a souvent tendance à faire une grosse fonction qui fait pas mal de choses. Et en fonctionnel, très souvent, on va aller sur des plus petites fonctions. Et puis surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de code qui finalement est du code générique, donc on n'écrit qu'une seule fois pour toute l'application, ou qui est déjà écrit dans des librairies, ou dans la librairie standard du langage, et ainsi de suite. Donc du coup, finalement, on a quand même beaucoup moins de code, et pour quelque chose de beaucoup plus explicite, en tout cas, à mon avis, on voit vraiment la différence, que ce soit sur le call site ou à l'intérieur.
Et souvent, en fait, on va se retrouver avec des fonctions très métiers, ici. C'est voilà, dire, voilà, qu'est-ce qu'un employé qui a un âge supérieur, machin. Et des fonctions, en fait, qui vont faire la glue entre des fonctions techniques, des fonctions métiers. Et ici, très souvent, c'est assez dur de se planter grâce au système de type. C'est-à-dire que ici, pour introduire une erreur pas évidente, on va dire, c'est assez difficile. Parce que le average prend une moyenne d'entiers. L'âge, bon, on pourrait prendre le salaire ou autre chose, mais c'est assez évident de se laisser guider par les types et d'avoir beaucoup moins de bugs. Voilà. En revanche, ici, on peut oublier le nul très facilement et ainsi de suite. Donc si on fait le bilan, on a une signature beaucoup plus explicite. L'API est beaucoup plus robuste et aura moins besoin d'être changée grâce notamment aux predicates qu'on passe en paramètres. On a séparé notre code technique de notre code métier. Du coup, notre code technique, on peut le mettre dans un coin d'utilitaire, dans une librairie. On n'a peut-être même pas besoin de l'écrire parce qu'il est déjà dans des librairies ou dans le langage. Et le code métier, du coup, devient très petit et beaucoup plus facilement compréhensible avec... et limite, il peut être lu par des non-développeurs. J'exagère un peu là-dessus, mais pas loin. Finalement, il se lit plutôt bien. On a des fonctions beaucoup plus courtes et beaucoup plus compréhensibles. Il n'y a pas besoin d'avoir de contexte extérieur pour lire. Et puis on a du coup du code réutilisable, que ce soit les predicates qu'on a écrits, qu'on pourrait utiliser ailleurs, ou le code générique. Et honnêtement, à mon avis, beaucoup moins de possibilités de bugs là-dessus. Bon alors là, c'était facile parce qu'en fait, on avait une fonction qui était déjà pure à l'origine. Et enfin, pratiquement, en tout cas, on pouvait très facilement enlever tous les effets impurs. Et donc, du coup, comment ça se passe avec des vrais effets de bord qu'on ne peut pas enlever, en fait. Donc, on va prendre un deuxième exemple. Donc, on va vouloir faire un bout de code qui lit un fichier qui contient une date, parse la date et renvoie la date. Donc ici, tout simplement, en 2 lignes, le code impératif, il va récupérer un fichier, le lire. Donc ici, bon, voilà, c'est code Scala pour lire un fichier et récupérer son contenu. Donc texte, c'est le contenu du fichier. Et formater et parser la date avec le format ici. Donc bon, c'est l'API Java, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Et du coup, on l'appelle avec la fonction et le chemin, puis on va récupérer notre date. Alors ici, on voit qu'on a les mêmes problèmes. Donc tout d'abord, on peut avoir pas mal d'exceptions qui peuvent être levées. Et contrairement à Java, on n'a pas le throws machin qui peut indiquer qu'on a des exceptions. Dans ce cas-là, c'est pas du tout le cas. Du coup, on peut avoir un file not found, un parse exception, donc en fonction, pour le fichier machin. On peut probablement en avoir pas mal d'autres. Et puis du coup, ça va être très difficile à tester comme fonction parce qu'en fait, elle repose sur, on va dire, l'état existant du système, notamment du coup le système de fichiers, et la fonction va dépendre du système de fichiers. Donc du coup, tout d'abord, là où on veut exécuter notre test, il faut qu'on ait des droits en lecture et en écriture sur le système de fichiers, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Ensuite, on va devoir créer un répertoire temporaire, écrire un fichier dedans avec soit du bon, soit du mauvais contenu en fonction de ce qu'on va tester. Tester le résultat ou les exceptions en fonction de ce qui se passe. Et finalement, supprimer le répertoire temporaire. Et ça, le refaire pour chaque test. Donc du coup, tester ça, c'est assez compliqué. Puis du coup, c'est un seul bloc de test. Il y a potentiellement pas mal de choses à tester là-dessus. Et donc, c'est pas évident. Donc, la même chose que précédemment, la première chose à faire, c'est d'avoir une signature explicite. Donc ici, tout simplement, c'est un try de date, parce que ça peut évidemment échouer. Et donc ici, c'est très simple, il suffit juste de rajouter le try avec les accolades, et du coup, il va catcher les exceptions et renvoyer une failure si une exception est levée. La petite différence, c'est qu'au niveau du call seed, on est obligé si on veut récupérer la date, on est obligé de faire un point get, qui du coup va avoir exactement le même comportement qu'avant, donc relancer les exceptions qui auraient été catchées. Ou si on veut garder un try de date, on n'est pas obligé d'appeler ce point get. Ensuite, de la même manière, on va splitter les concerns et avoir des fonctions spécialisées. Donc une première qui va être read, donc qui va prendre un chemin et lire et renvoyer le contenu d'un fichier. Et donc avec un try, parce que ça peut évidemment échouer. Et une fonction parse qui du coup va prendre une date et le format et renvoyer la date. Et effectivement, si la date n'est pas au bon format, ça peut échouer. Et ensuite, pour la fonction globale, il suffit juste de composer ces deux fonctions-là. Et donc on voit ici qu'on a tout de suite des fonctions alors, beaucoup plus courtes.
Et on est passé donc d'une fonction qui était impure à, alors ici, donc la fonction parse finalement est pure, puisque du coup avec les mêmes arguments, ça va renvoyer le même résultat. Et on n'a pas d'autres, on ne se sert pas d'autre chose que ce qui est passé en paramètre. En revanche, notre read ici, il est toujours impur, parce que le try va s'exécuter directement. Et donc, en fonction de l'état du système de fichiers, on ne va pas forcément avoir le même résultat pour une même entrée. Donc, du coup, notre class exec ici reste malheureusement impur à cause de ce read. Donc, du coup, la question c'est, OK, maintenant, on veut arrêter de lire le système du fichier, donc dans ce cas-là, un peu n'importe où, et on veut le lire que à la fin. Donc, comment on va pouvoir faire? Alors, une chose, en fait, finalement, c'est assez simple de transformer une fonction impure en fonction pure. Il suffit juste de ne pas l'exécuter. Et du coup, forcément, il n'y a plus aucune dépendance. Bon, alors, on ne l'exécute pas, certes, mais quand même, à un moment, on va vouloir l'exécuter, notamment à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il suffit juste de l'enregistrer dans une structure de données. Donc, voilà, on l'enregistre, on l'exécutera plus tard. Et donc, finalement, au moment de l'exécution de notre fonction read, quand on passera à une fonction plus pure, en fait, il ne se passera strictement rien. Et donc, typiquement, on peut coder une monade, ici, que j'ai appelée lazy, qui va prendre donc, un élément A, donc j'ai appelé bloc ici, ça va plutôt être un bloc de code qu'on va mettre dedans, et on va le passer par nom, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il sera évalué uniquement au moment où on va l'utiliser. Ça, c'est la petite astuce pour que ne soit pas évalué directement. Ensuite, on va le mettre dans une lazyval et plus utiliser ce bloc. Et donc, de la même manière, le lazyval va utiliser la fonction uniquement au moment où on va l'appeler. Et donc, on a notre fonction get qui, du coup, va retourner cet élément-là. Et là, au moment de l'appel de get, ça va exécuter le bloc de code et faire l'effet impur. Mais on a aussi nos map et flatmap qui, du coup, vont permettre de composer cette fonction-là avec d'autres, sans l'exécuter, puisqu'à chaque fois, on recrée un lazy, donc c'est-à-dire un paramètre par nom, qui, du coup, ne va pas s'exécuter. Et donc, du coup, on peut avoir notre alt transformé en B, et ainsi de suite, avec nos maps et flatmap, comme on a l'habitude sur les listes ou options. Bon, ici, on a juste le constructeur pour éviter le new, mais pas grand-chose. Donc, du coup, donc ça, oui, c'est juste un proof of concept, donc ça marche, c'est pas utilisé en prod, il y a des choses bien mieux que ça. Mais juste pour montrer que en fait, ça marche, on va pouvoir avoir une fonction pure grâce à ça. Et donc du coup, finalement, je remplace juste mes try par des lazy. Ici, on a exactement le même code qu'avant. Et donc notre last exec ici renvoie un lazy. Donc ici, on a notre lazy, et avant d'appeler le point get, rien ne s'est passé, entre guillemets. Quand on appelle notre read, en fait, ça va tout simplement renvoyer un lazy avec une fonction qui va dire de réellement exécuter le code. Mais du coup, en fait, peu importe l'état du système de fichiers, le read renverra toujours la même chose, c'est-à-dire un objet qui contient une fonction, plus ou moins. En tout cas, un bout de code à exécuter. Et ce sera toujours le même bout de code à exécuter, ce sera vraiment toujours la même chose, peu importe l'état du système. Et c'est qu'au moment du point get, où, grosso modo, on va tout exécuter et faire les effets impurs. Et donc, du coup, c'est ici que tous les effets vont se faire, donc à la toute fin du programme, au moment où on le décide. Et donc, bien sûr, il ne faut jamais appeler .get avant la fin du programme. Donc, en conclusion, donc on voit qu'on peut écrire des programmes assez fonctionnels et éviter les effets de bord, assez simplement, je le dis très vite, mais en tout cas, les mettre dans des structures qui permettent de ne pas les exécuter avant le moment précis où on veut les exécuter. Alors, tout n'est pas noir et blanc, et on ne va pas passer d'un monde où on fait de l'impératif habituel, on va dire, à un monde où voilà, on a tout wrappé dans des monades, des IO monades, et ainsi de suite. Mais surtout, ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut y aller progressivement. Donc pour moi, la première étape, c'est de typer correctement ces fonctions, de manière à ce qu'elles déclarent vraiment ce qui se passe et ce qui est possible, c'est-à-dire mettre des options, mettre des tries, des heures éventuellement, des futurs, enfin bon voilà, en fonction de ce dont on a besoin, mais vraiment avoir des types corrects sur ces fonctions. Ensuite, vraiment éliminer tout ce qui est
var, nul, return, throw. Var, des fois, on est vraiment obligé de l'utiliser, donc à la limite, on peut, mais il faut vraiment que ce soit à l'intérieur d'une fonction, enfin, voilà, vraiment isolé et pas de manière générale. Ensuite, séparer le code technique du code métier, pour avoir le code métier ben, le plus simple possible et le plus évident, pour y avoir le moins de bugs. Et puis le code technique, du coup, ben, aussi compliqué qu'il doit être, entre guillemets, parce qu'on n'a souvent pas trop le choix de ce côté-là, mais l'avoir assez facilement là-dessus. Ensuite, bah, pas trop se répéter, et justement, du coup, ben, séparer tous ces bouts de code techniques, ces bouts de code métier, permet bah, du coup beaucoup plus de réutilisation que ce qu'on a d'habitude. Donc du coup, avoir finalement un code vraiment beaucoup plus concis, beaucoup plus clair, et puis du coup, au maximum, faire des fonctions pures, parce que bah, du coup, elles sont beaucoup plus faciles à utiliser. De manière générale, donc j'ai trouvé ce graphe qui m'a paru vachement intéressant sur, bah, grosso modo, la progression. Donc au début, bah, on démarre, on fait juste de l'orienter objet. Et puis après, on passe sur bah, de la programmation fonctionnelle, mais voilà, un peu vite fait, avec un peu comme ce que j'ai montré ici. Donc des tries, des futurs. On essaye d'éviter les... On n'a plus de nul, on n'a plus de throw, on essaye d'éviter les var, et ainsi de suite. Et puis, bon, petit à petit, on peut aller vers du purement fonctionnel. Mais ça, c'est vraiment un chemin qui prend beaucoup de temps. Mais ici, on voit que la pente est beaucoup plus élevée. Et je pense que c'est pas si difficile de faire ce premier pas-là. Le reste, bah, après, ça continue très loin, hein, honnêtement. Donc, du coup, vraiment, ce que je recommande, c'est bah, au début, on démarre, on n'a pas que du code impératif. Mais petit à petit, pour le domaine métier, se forcer à vraiment être assez strict sur la programmation fonctionnelle, à faire vraiment des fonctions pures. Donc au début, ce sera sur un tout petit bout, et puis petit à petit, l'étendre de plus en plus, au fur et à mesure qu'on trouve des solutions. Et pour bah, le reste, qui du coup n'est pas strict FP, ben, avoir maximum FP, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais grosso modo, ben, quand on ne sait pas trop comment faire autrement, bon, ben, on fait quand même nos effets de bord, mais on va les faire en périphérie du système. Donc c'est-à-dire au début, quand on reçoit notre requête pour un service web, et ainsi de suite, mais pas dans le domaine métier dessus. Donc souvent, bah, voilà, on va avoir nos entrées, éventuellement des effets de bord si on n'arrive pas à agir autrement. Ensuite, bah, voilà, nos fonctions pures qui du coup vont être facilement testables. Et finalement, le plus important, c'est que notre code métier fonctionne bien. Donc c'est important qu'il soit dans ce cœur ici. Puis éventuellement, quelques effets à la fin et renvoyer les résultats. Donc j'ai mis ici quelques liens vers des articles que je trouve hyper intéressants sur ben, qu'est-ce qu'est la programmation fonctionnelle, comment ça marche, puis voilà, des choses qui sont un petit peu similaires à ce que je viens de vous faire. Si vous voulez les slides, ils sont disponibles à cette adresse-là. Et ben, merci pour l'écoute, et si vous avez des questions, je suis disponible. Ouais. Une question, parce que du coup, vu que quand tu passes de l'objet au fonctionnel, du coup, tu as des méthodes qui, enfin, des méthodes, ça peut être des méthodes et des fonctions. Ouais. Du coup, tu les regroupes comment? Parce que tu les regroupes par thème, comment tu réorganises ton code en fait avec toutes tes fonctions? Bah alors ça, c'est une bonne question. Ça, pour moi, les choses techniques, bah, je les mets souvent dans des objets utilitaires, regroupés, voilà, typiquement bah, tout ce qui concerne la lecture de fichiers, tout ce qui concerne voilà, des appels web service, enfin, des appels web service, et ainsi de suite. Donc, plutôt, je les regroupe par thème, mais grosso modo, en ce cas-là, on a le object, en fait, et je les mets dans des objects, et qui ont un nom qui regroupe un peu bah, ce à quoi elles servent. Et puis après, bah, les choses comme plus métiers, comme les prédicats, ici, on peut éventuellement les mettre dans l'objet compagnon d'employés, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, en fait, j'ai très très peu de code dans mes classes, pratiquement tout est dans mes objects, en fait, puisque c'est des fonctions indépendantes que je peux copier-coller à n'importe quel moment, n'importe où, on va dire. Mais grosso modo, on les garde par thématique, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais là-dessus. Ouais. Une question concernant l'approche, c'est plutôt comment tester et quand tu caches tes effets, tes bords avec un truc, legacy, Ouais. class,
genre comment tester le read en fait avec le lazy quoi. Et quand on sort plus contourne, donc on a fait d'ordre avec un truc, comment tu testes ou quoi tu testes? Ouais. Là-dessus, j'ai pas trop de réponses. C'est Non, j'ai pas de réponse évidente. Hormis, bon, bah, tu fais ton effet de bord et tu regardes ce que ça donne, mais effectivement, enfin, ça change pas grand-chose. Dans ces cas, tu as les deux premières, donc tu as un truc qui fait vraiment un effet de bord, et tu as le deuxième qui est juste, ok, qui est pur. Ouais, Ok. Donc tu fais, donc, admettons, la deuxième, tu peux la tester tout de suite parce que ouais. c'est simple. Et pour la première, tu fais l'effort quand même de les tester ou c'est pas la peine? Euh, Bon, en fait, souvent, la- autant sur celle-là, c'est assez facile à tester, effectivement, comme tu as dit. Sur celle du dessus, c'est pas évident. Et pour moi, bah, enfin, à part si d'autres personnes ont des solutions, mais je fais quand même l'effet de bord et du coup, je teste. L'avantage quand même, c'est que du coup, vu que c'est des petites fonctions qui ont des responsabilités assez réduites, il y a beaucoup moins de cas à tester et à gérer là-dessus, plutôt que de tester directement le last exec, quoi. Mais bon, ça c'est indépendant du fait qu'il y ait des effets de bord ou pas. C'est le fait d'avoir bien décomposé les choses là. Après, effectivement, tester le read sans effectuer l'effet de bord, j'ai pas trop de choses. Après, ce read là, c'est vraiment intrinsèquement un effet de bord, on va dire. Enfin, je veux lire le système de fichiers. Donc, l'avantage, c'est que du coup, on a viré tout le reste qui est pas forcément là-dessus. En fait, ici, il y a. Soit on mixe du code avec des effets de bord et du code sans effet de bord. Et si on veut le tester, ben, on est obligé de tout faire en même temps, quoi. Avoir séparé les deux, ça permet de tester facilement le code sans effet de bord. Le code avec effet de bord, il est pas évidemment, pas très facilement testable, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de cas à gérer, et puis voilà, quoi. Je sais pas si quelqu'un a une réponse là-dessus, mais pour moi, tu es un petit peu obligé de jouer cet effet de bord, là, quoi. Le but, ça serait presque pas tellement c'est basique. Bah, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment l'avoir réduit au strict minimum, Il a réduit pour ça, justement. et voilà, donc du coup, bon, bah, tu le testes ou pas, ou tu fais un test dans un coin, mais t'as pas 50 000 tests à instancier, plein de trucs et à machin, quoi. Ouais, il y a une question, non? Ouais. Du coup, on log plus. Ah bah non. C'est un effet de bord, quoi. Ouais. Clairement, le log, c'est un effet de bord, et en fait, bah, ça rentre exactement là-dedans. Tu peux faire une fonction, là, j'ai fait une fonction read, mais tu peux avoir une fonction log. Pour un log, Bah, en fait, alors, j'ai enlevé tout. modèle pour loguer. En fait, j'ai enlevé toute une partie pour question de temps. Mais grosso modo, le problème du log, c'est que tu veux l'avoir dans le bon ordre, en fait. Et en fait, En fait, le fait d'avoir des fonctions pures, tu peux le refactorer sans te poser de questions et ça va marcher. Quand tu as du code impur, faut faire gaffe dans tes refactos parce que, ben, on a vu l'exemple dans un autre talk où il avait ben, deux fonctions qu'il appelait et puis il disait, ben, en fait, et qui renvoyaient un int toutes les deux. Et si en fait, ben, tu dis, ben, en fait, c'est exactement la même fonction, donc en fait, je l'appelle qu'une fois et je fais x2 sur le résultat, et qu'à l'intérieur, tu as du log, tu n'as plus du tout les mêmes logs en fait. Et donc, du coup, ben, le log, faut quand même le mettre là-dedans parce que du coup, si tu l'as wrappé là-dedans, tu vas quand même avoir enfin, dans ce cas-là, non, mais pour moi, le log, même si c'est pas grand-chose en fait, euh, en changeant en ayant des fonctions pures, en changeant l'ordre, si tu as un petit log dans un coin, tu vas changer ton log et ça va pas le faire, quoi. Tu dois la faire du coup à partir de là. Au début, Au début. En fait, en fait le log, c'est comme n'importe quel effet. En fait, tu l'enregistres n'importe où, on va dire, et puis après, il va s'exécuter à la fin, comme tous les autres effets de bord, en fait. Donc, si tu vas à n'importe quel endroit, tu peux mettre un flat map, log, machin, qui renvoie rien, enfin bon, voilà. Donc, avoir tes logs un peu de partout, mais qui s'exécutent pas, en fait. Parce que du coup, ils sont wrappés dans ta lazy monade ou IO monade ou machin. Et après, quand tu dis exécute-toi, ils vont tous s'exécuter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés et ça fonctionnera. D'autres questions? Non. Bon, bah, merci beaucoup.